c'est bon. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, je suis Dr Agina, je suis médecin pneumologue. Donc, je m'occupe du sommeil aussi à la clinique de Saint-Claude. Donc, je suis là avec mon collègue pour vous faire une petite présentation à l'occasion de cette journée du sommeil. Et on est là pour répondre à vos questions, à vos différentes interrogations par rapport à ce thème-là. Bonsoir, c'est Dr Bouéry. Je suis néphrologue et spécialiste en médecine polyvalente et qui s'occupe aussi du sommeil et de l'apnée du sommeil, ronflement au sein de la clinique Saint-Claude à Saint-Quentin. Donc effectivement, aujourd'hui c'est la 21e journée du sommeil, c'est une journée nationale. Qui traite surtout les problèmes des ronflements, de l'apnée du sommeil, sachant qu'ici à la polyclinique, on fait les tests, on fait le diagnostic de l'apnée et des ronflements, et si c'est nécessaire, on peut appareiller. Si on peut retirer l'écran pour pouvoir, ou bien on remet après les écrans pour pouvoir lire, avoir toute la diapo. Après, on va les remettre comme ça. Alors, donc, voilà un petit rappel sur le sommeil. Donc, le sommeil, c'est une fonction qui est encore mystérieuse, mais qui est très importante pour notre santé. Pour petit rappel, donc, on dort tous la nuit, donc ce qui fait qu'on dort à peu près le tiers de notre temps, de notre vie, on le passe pendant le sommeil. Et donc, c'est très important pour la mémoire, l'apprentissage, le métabolisme et le développement du système immunitaire, ainsi que la croissance des enfants. Beaucoup d'hypothèses doivent être encore pas encore. Donc, il est parfaitement établi que le sommeil reste crucial pour plusieurs fonctions biologiques de l'organisme. Oui, c'est moi. Donc, l'enjeu est de... Donc, la fréquence des troubles du sommeil touche une grande partie de notre population. Donc, statistiquement, chez les Français, on sait que statistiquement, on estime qu'il y a un Français sur 10 fait de l'apnée. On est à peu près 7 millions de Français font de l'apnée. Juste pour vous dire que malheureusement, les gens ne se font pas tester et actuellement, on est à peu près à 1 400 000, voire 1 500 000 au maximum de personnes appareillées. On parlera après de l'appareillage. Il faut savoir que le sommeil, on fait 3 à 4 cycles de sommeil et le sommeil il est fractionné en 3 parties. On a le sommeil léger, puis après c'est le sommeil profond et après c'est le sommeil paradoxal. On l'appelle paradoxal parce qu'on est paralysé, on ne peut pas bouger, mais c'est là où le cerveau fonctionne. Enfin, c'est la période où on fait des rêves, des cauchemars, et c'est la période qui nous permet de recharger les batteries, si on peut dire les choses comme ça. Bien sûr, il y a des petits dormeurs qui dorment à peu près 3 heures, mais c'est suffisant pour faire 2 cycles de sommeil. Il faut savoir qu'un cycle de sommeil dure à peu près 1h30. Et ce cycle, il est stable, mais ce qu'on remarque, c'est le sommeil paradoxal, il a tendance à s'allonger au courant de la nuit, durant la nuit. Et c'est pour ça que la dernière partie de la nuit, quand on rêve, et on se rappelle des rêves, parce que c'est la partie la plus longue, et c'est justement, c'est la partie où on récupère et où le cerveau se repose, récupère, et voilà, ce qui nous permet de passer une journée en forme et avec un pouvoir intellectuel correct. Voilà, comme je vous ai dit, on fait 3 à 5 cycles de sommeil.
Il faut savoir que les troubles de sommeil, d'une façon générale, touchent une personne sur trois, mais l'apnée du sommeil, comme c'est 10% de la population. D'accord ? Quand on ne dort pas bien, effectivement, on a un manque quand on fait de l'apnée ou quand on ne dort pas bien. On a tendance à avoir un taux d'oxygène qui va baisser dans le sang. Je vous expliquerai tout à l'heure, Dr. Adina va prendre la parole aussi. Il y a un manque d'oxygène. Et quand il manque d'oxygène dans le cerveau et dans le sang, on a des conséquences cardiovasculaires en général. Quand on ne dort pas bien, on est fatigué et tout, on a tendance à grignoter, donc il y a la prise de poids. Certains cancers, ce n'est pas prouvé à 100%, mais pour le moment, on fait des recherches sur les cancers du rein. Moi, je suis néphrologue, hein. Ma spécialité, c'est les reins. Certains types de cancers du rein ont prouvé une petite relation entre l'apnée du sommeil et ce type de cancer. Les poumons aussi. Le poumon aussi. Voilà, justement, la recherche avance et commence à prouver que le fait d'avoir un sommeil perturbé, on peut développer des cancers. Donc, quand on parle de troubles de sommeil, les principaux troubles sont évoqués pendant la nuit, soit par la personne elle-même, soit par l'entourage, le compagnon. Donc, le signe le plus fréquent, ça reste les ronflements. Après, quand le sommeil est perturbé, donc il y a des réveils qui peuvent être manifestés par une polyurie, ça veut dire un réveil pour aller aux toilettes. Il y a des sueurs, un sommeil qui devient un peu agité. Donc, les éveils multiples, parfois en sursaut, quand on a un étouffement, une apnée, une pause respiratoire complète. Donc, ça peut passer inaperçu, comme ça peut être très symptomatique pendant la nuit. Voilà, donc, et puis après, donc, tout ce qui est trouble de l'humeur et l'état dépressif, ainsi qu'un retentissement sur la libido, peuvent être les conséquences d'un manque de sommeil. Juste, ça c'est mon côté néphrologue. Quand on parle de nicturie, c'est la nuit, les gens qui se réveillent la nuit pour faire pipi. Il faut savoir, le matin, quand on se réveille habituellement, on a deux hormones dans le corps, sécrétées par le corps. On a le cortisol et la dopamine, qui font que une heure avant de se réveiller, habituellement, les gens qui font un sommeil complet, le cortisol il est sécrété par le corps une heure avant le sommeil. Ça permet d'augmenter la température du corps. Et la dopamine, c'est une substance qui permet justement, qui fait que le corps augmente sa tension artérielle. Et une heure avant le réveil, on a la température du corps qui augmente, les pulsations cardiaques qui s'accélèrent, et puis la tension qui monte. Et cette dopamine qui fait monter la tension, elle fait fabriquer des urines par le rein. Et on va uriner. La nuit, quand on fait de l'apnée, quand le taux d'oxygène est trop bas dans le cerveau panique. Donc, il va sécréter le cortisol et la dopamine, ce qui fait que le corps… Pardon, allô? Oui. Donc, j'enchaîne avec les troubles du sommeil qui peuvent engendrer une dette du sommeil importante, surtout la journée. Oui, donc, le symptôme le plus important, ça reste la somnolence diurne excessive. Donc, les gens, ils ont mal dormi, donc ils ont un sommeil non réparateur. Donc, ils ont tendance à une somnolence diurne excessive avec un risque accidentel très important, avec des difficultés de concentration, des maux de tête. Des maux de tête surtout au réveil, parce qu'au réveil, on doit être en forme, mais malheureusement, quand le sommeil a été perturbé, pour des raisons d'apnée du sommeil ou autres raisons, du trouble du sommeil plus rare, donc ça peut engendrer aussi une sécheresse buccale, ainsi que le manque du sommeil peut se voir sur la concentration, l'attention et des troubles de mémoire. Évidemment, la fatigue est un des symptômes les plus importants chez les gens qui ont des troubles du sommeil plutôt chroniques. Alors, donc, voilà, donc ça c'est une schématisation un peu des différents symptômes d'apnée du sommeil. Donc là, on trouve les apnées nocturnes, ça veut dire les pauses respiratoires qui peuvent être remarquées par l'entourage, mais presque jamais par la personne elle-même. La nicturie, c'est le réveil pour aller uriner parce que le réveil est haché, la cycle du sommeil est très perturbée. Les sueurs nocturnes, qui est un symptôme qui n'est pas très constant.
Après, donc, on a parlé de la somnolence, les maux de tête, la sécheresse buccale et un sommeil qui est agité avec des troubles voilà, de l'attention. Donc là, on va vous montrer un peu des images par rapport à un local où on fait l'enregistrement du sommeil la nuit. Donc là, on voit bien la personne qui est sur place après avoir installé tout le matériel et un branchement qui est fait pour un enregistrement au fur et à mesure pendant toute la nuit des différents paramètres cardiovasculaires et neurologiques pendant son sommeil. Ça montre une petite schématisation des différents tracés qu'on peut ressortir pendant ce qu'on appelle la polysomnographie. Donc là, une schématisation des différentes courbes pendant le sommeil. Alors là, c'est des courbes par rapport à l'électroencéphalogramme. Donc, là, ici, on peut voir un micro-réveil. Donc, il y a des changements au niveau de l'architecture du sommeil brusques, parce qu'il y a des micro-réveils qui sont physiologiques lorsqu'on passe d'une phase de sommeil à une autre. Et il y a des micro-réveils qui sont plutôt pathologiques, qui sont liés à un événement respiratoire. Donc, ici, bon, on ne voit pas trop les détails, mais ils sont directement liés à des événements respiratoires qui correspondent au même temps à ce qu'on appelle une apnée. Alors, l'apnée, c'est l'arrêt complet de la respiration. C'est un arrêt où le flux d'air ne passe plus. Cette apnée, cette pause respiratoire qui est très répétitive pendant la nuit, donc nous fait conclure à un syndrome d'apnée du sommeil. Et donc, parmi les critères les plus importants de l'apnée, mis à part l'absence de flux d'air, c'est une baisse de l'oxygénation derrière qu'on appelle désaturation, où la courbe, on voit bien qu'elle descend petit à petit avec des taux de saturation dans le sang en oxygène qui sont très bas. Et en même temps, il y a une réaction qu'on appelle de tachycardie endogène face à cette hypoxie tissulaire. Ça, c'est le branchement. Hein. On met des capteurs au niveau du visage et la tête. Hein. C'est pour monitorer les mouvements de la tête, hein, surtout au niveau des yeux, hein, les micro-éveils. C'est que non seulement on a un enregistrement du cerveau, mais on peut capter les mouvements du visage. Voilà, schématiquement, c'est ce qu'on trouve comme au moment où on fait le relevé de l'appareil avec toutes les phases du sommeil. Donc ça, c'est une schématisation un peu simple des différents stades de sommeil. On voit le stade éveil en bleu ciel, et puis après, concrètement, ce n'est pas comme ça sur les tracés, mais après, pour donner une petite idée sur les différents stades de sommeil qui se succèdent pendant la nuit de manière régulière. Et cette succession, elle est très perturbée quand on a des défaillances respiratoires qui font qu'on ne reste pas assez longtemps en sommeil profond, en sommeil paradoxal. Et donc, au final, on a un sommeil qui n'est pas réparateur. Donc là, les différents stades qu'on voit, il y a le sommeil paradoxal et le sommeil lent profond, c'est les sommeils qui sont où on trouve le plus de renflement et le plus d'apnée parce que le corps, il est presque en paralysie. Et c'est là qu'il y a le relâchement musculaire important qui va retentir sur les voies aériennes supérieures et va engendrer les apnées de sommeil. Alors, les autres troubles du sommeil peuvent être majorés pendant les sommeils profonds, les phases profondes, comme elles peuvent être persistantes sur tous les différents stades du sommeil. Je crois qu'il y a une vidéo là. C'est une vidéo? Ouais. J'arrive pas là. Là, schématiquement, on voit comment ça se passe quand on dort. Normalement, l'oxygène, il passe par les narines. Il doit passer comme ça. Mais des fois, quand l'apnée est obstructive, ça veut dire que la langue, il faut savoir qu'avec l'âge, on a les tendons qui maintiennent la langue, ils ont tendance à faiblir.
On voit aussi ça chez les sujets âgés qui ont une langue assez grosse, qui est une langue qui est plus grosse que la bouche. On a tendance, la langue a la tendance à chuter en arrière et empêche le passage de l'air. Donc ça donne ce qu'on appelle des apnées obstructives. Quand on regarde ici, l'air il doit passer là. Et à un moment donné, on va voir, la langue elle chute. Voilà, là, elle chute. Elle ferme la luette et l'air ne passe pas. Du coup, vous voyez, le patient, il lutte pour faire passer l'air. C'est pour ça que quand on voit la personne qui fait un apnée, à un moment donné, elle fait un effort respiratoire pour faire passer l'air. D'accord? Voilà, schématiquement, comment ça se passe? L'apnée obstructive. Mais il y a d'autres types d'apnée. Oui, vidéo. Ah, je n'ai pas vu la vidéo. Ouais. Donc là, l'intérêt, quand les gens font de l'apnée, on les appareils. La machine envoie de l'air sous pression. Au moment où la langue chute, la machine détecte une augmentation de la pression au fond de la gorge, c'est-à-dire que la langue chute, et la machine envoie de l'air sous pression pour lever cet obstacle, pour que l'air puisse passer correctement, sans effort. Alors, donc là, par rapport à cette période-là avec le Covid, donc on voulait parler de quelques conseils à suivre. Et les périodes de confinement, oui. Ouais. OK. On sait que là, on a un cycle nictiméral, hein, donc on est réveillé la journée, la nuit on dort, et puis les gens qui travaillent ont l'habitude d'aller travailler, donc en fait il y a une stimulation hormonale qui fait que on a une phase de réveil la journée et on dort la nuit. Quand on est tout le temps à la maison, ce rythme nictiméral, il est cassé, donc ce qui fait qu'on a tendance à s'endormir la journée et puis les phases de sommeil s'éloignent, les gens ont tendance à veiller. Et c'est vrai, ce qu'on a remarqué ces derniers temps, on a plein de jeunes. Avant, on avait des gens obèses ou d'un certain âge qui viennent nous consulter parce qu'ils ont des troubles du sommeil. On commence à avoir des jeunes de plus en plus fréquemment, des gens qui font du télétravail parce qu'ils ont une perturbation de ce cycle nictiméral. Oui, juste une remarque. Pour le cycle nictiméral, en fait, le cycle nictiméral physiologique, il est légèrement supérieur à 24 heures. Ça veut dire que si on enferme quelqu'un dans une chambre sombre, sans aucun stimulus, loin du contact, donc il va avoir un décalage au niveau de son sommeil qui fait qu'il va dormir un peu plus et de plus en plus. Et au bout d'1 mois, peut-être qu'il va dormir la journée, il va se lever la nuit parce que tellement il y a un décalage progressif à chaque fois 1 heure chaque jour, ce qui fait que voilà, donc il y a cette non-adaptation par rapport à la vie quotidienne. Et donc l'enfermement et ne pas sortir et ne pas être en contact avec l'extérieur peut perturber ceci si absence de stimulus normal, si on est déconnecté un peu de l'extérieur, on peut avoir un grand décalage au fur et à mesure du temps. D'où l'intérêt de continuer à dormir aux mêmes horaires qu'avant et se lever aux mêmes horaires. Et ce qu'on conseille justement, c'est justement les gens continuer à dormir, garder les mêmes habitudes. Et surtout, au lever, il ne faut pas rester dans le lit, il ne faut pas traîner dans le lit parce que ça perturbe le déroulement du sommeil et de l'éveil. Oui, ça s'appelle. Je crois que c'est la dernière, je crois. OK, donc là, on est ouvert. Par rapport au Covid, ouais. Oui, bon, quelques conseils à suivre, c'est en fait, le manque d'activité physique peut perturber le sommeil pour les gens qui ont quelques troubles du sommeil. Donc, il faut essayer de maintenir une bonne activité physique régulière qui pourra améliorer la qualité du sommeil et avoir une bonne hygiène, fait partie de la bonne hygiène du sommeil.
Donc, ça, c'est parmi les choses à évoquer, ainsi que éviter la prise de poids aussi qui favorise surtout l'apnée de sommeil et d'autres troubles très fréquents. Je reviens sur deux situations. Tout à l'heure, je parlais de la nicturie, mais j'étais dérangé par le téléphone. Je vais aller au bout, comme ça vous allez comprendre. J'ai parlé du cortisol et la dopamine. La dopamine, c'est une substance qui fait monter la tension et qui fait fabriquer les urines. Et c'est pour ça que le matin, quand on était jeune, enfin pour les gens qui ne font pas de l'apnée, au réveil le matin, ils vont aller, la première chose qu'ils font, ils vont aller aux toilettes pour faire pipi. La nuit, quand vous faites de l'apnée, le cerveau panique parce qu'il manque d'oxygène, il va vous réveiller, mais il va sécréter d'abord le cortisol et la dopamine, et c'est pour ça que vous allez faire pipi, parce qu'il y a une sécrétion, fabrication des urines. Voilà. La deuxième, pourquoi la sécheresse de la bouche? Quand on fait de l'apnée ou quand on ronfle, on respire la bouche ouverte. Dans un premier temps, si vous faites de l'apnée, le taux d'oxygène il baisse dans le cerveau il pense que c'est le nez qui est bouché, donc il va ouvrir la bouche. Même si vous ne ronflez pas, si vous faites de l'apnée, vous allez respirer la bouche ouverte. Si vous regardez quelqu'un qui fait de l'apnée, il a tendance à avoir une bouche ouverte. Tout simplement parce que le cerveau il pense que c'est le nez qui est bouché, et donc il ouvre la bouche, et en respirant toute la nuit par la bouche est sèche le matin. Voilà les deux explications pour la nicturie, la sécheresse de la bouche. OK. Donc, avant de passer aux questions, nous, quand on a un patient qui est positif, oui, pour l'apnée de sommeil. Oui, quand on a, comme on a parlé, les gens, comment. Voilà. Alors, on va parler spécialement de l'apnée de sommeil, qui reste la pathologie la plus fréquente et voilà, la plus répandue. Donc, on fait un questionnaire un peu complet pour voir un peu si les troubles de sommeil sont liés à l'apnée. L'examen clinique aussi qui peut voilà, orienter vers cette pathologie-là. Et donc, il y a deux types d'apnée de sommeil. Il y en a l'obstructif et le central. L'obstructif reste le plus fréquent, mais après, des fois, on peut avoir les deux. Donc, une fois qu'on a évoqué fortement le diagnostic, on procède à un diagnostic qui doit se faire par un enregistrement du sommeil, soit par polygraphie ventilatoire, soit par polysomnographie qu'on fait à la clinique. Donc, dans une chambre dédiée à ça, avec toutes les conditions nécessaires pour que les gens aient un sommeil normal, avec tout ce qu'il faut. Par la suite, donc, on fait la lecture du tracé, on arrive à classifier, si les apnées sont là, le degré de sévérité. Une fois que le diagnostic est posé, en fonction de cette sévérité-là, donc on a des critères pour la mise en place d'un traitement pour faire pallier à ces apnées-là par ce qu'on appelle la ventilation par pression positive continue. Donc, c'est un traitement qui va lever les obstacles, surtout pour les apnées obstructifs, par le biais d'un masque avec lequel on dort la nuit. Donc là, on va vous montrer un petit modèle de ce système-là. Donc ça, c'est un masque qui prend seulement le nez pour les gens qui dorment avec la bouche fermée. Donc, il n'y a pas beaucoup de fuite. Et donc, il y a un autre modèle qui prend le nez et la bouche à la fois. Donc, on opte toujours en première intention un masque qui prend le nez pour que ce soit le moins encombrant possible. Sinon, on peut faire essayer les deux. Et donc, il est relié avec un petit tuyau et on a un appareil, un petit appareil donc, qui se met à côté et qui va être mis en route avant de dormir de manière régulière. Et donc, l'avantage, c'est que c'est des machines qui ne sont pas bruyantes et qui font à la fois faire disparaître les ronflements, traiter les apnées et améliorer la qualité du sommeil. Bon, par rapport au type d'apnée obstructive, parce que c'est la langue qui chute en arrière, on voit ça après un certain âge. Même chez les gens qui ne sont pas obèses, on peut avoir de l'apnée obstructive. C'est vrai que les gens qui sont un peu de grande corpulence, ils ont une langue qui est assez grosse parce que la langue, il y a de la graisse. Donc, le poids de la langue, et avec l'âge, on a les tendons qui maintiennent la langue faiblisse, donc ce qui fait la langue chute en arrière. Mais on a de l'apnée centrale, comme l'a expliqué le docteur Adjina. Ça, ça se passe au niveau du cerveau. On voit ça surtout les gens qui ont une maladie cardiaque.
Les gens qui ont une insuffisance cardiaque, ils ont ce qu'on appelle une respiration de Cheyne-Stokes. Ils s'arrêtent de respirer, puis ils respirent doucement, ça monte en pression, et puis après ça baisse. Donc, en fait, c'est comme une apnée. C'est une respiration qui n'est pas efficace. On voit ça les gens qui ont fait une attaque cérébrale. Parce que comme la commande de la respiration, elle se fait au niveau du cerveau, on a une commande cérébrale. Et quand les gens ils ont fait une attaque cérébrale, quel que soit le type d'attaque, que ce soit hémorragique ou ischémique, peuvent développer l'apnée du sommeil. Il y a un cas d'apnée du sommeil qui n'est pas connu, mais ça fait partie de mon domaine néphrologique. C'est les patients qui ont une insuffisance rénale sévère, les reins qui sont bloqués ou les gens qui sont dialysés. Parce qu'on a les mouvements d'eau qui ne se font pas d'une façon correcte dans le corps. L'eau doit rester dans les vaisseaux. Et quand il y a une insuffisance cardiaque, cette eau elle a tendance à aller dans le milieu interstitiel. Pour les gens qui connaissent, ils ont des œdèmes. Et quand on a des œdèmes au niveau des tissus, des membres inférieurs et tout, on peut avoir la même chose au niveau cérébral, ce qui fait qu'on a de l'apnée centrale. Donc, c'est vrai que les gens qui ont une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale sévère, qui sont dialysés, qui ont fait une attaque cérébrale ou une insuffisance cardiaque sévère, il faut qu'ils se fassent tester parce qu'ils peuvent avoir de l'apnée centrale. Ce qui est piégeant dans l'apnée centrale, les gens ne ronflent pas parce qu'ils arrêtent complètement de respirer. Nous, on a des patients, quand ils viennent nous voir, on leur pose la question, vous faites de l'apnée? Ah non, je ne fais pas de l'apnée. D'ailleurs, je ne ronfle pas. Effectivement, ces gens-là ne ronflent pas parce qu'ils s'arrêtent de respirer complètement. Ça, c'est très important. Effectivement, l'apnée obstructive, les gens ronflent et ils dérangent les voisins, les membres de la famille et tout, ce qui fait qu'ils ont tendance à venir nous voir en général parce qu'ils ronflent beaucoup. D'accord? Voilà. Maintenant, on va laisser la parole à un prestataire. Nous, on fait appel, quand on fait le diagnostic, on fait appel aux prestataires en leur disant, voilà, il me faut ce type de réglage parce qu'il a de l'apnée centrale ou de l'apnée obstructive. On fait un réglage des pressions et là, c'est le prestataire qui intervient. Tu peux, vas-y. Bonjour à tous, je me présente, je suis Mohamed, donc prestataire de santé à domicile. Et comme précisaient les médecins, lorsque le diagnostic est positif suite à la nuit qui a été réalisée en polysomnographie, on fait appel à nos services pour la mise en place d'un traitement par pression positive continue. Donc notre rôle, c'est un peu le lien entre le médecin et vous, patient, entre guillemets. C'est-à-dire que conformément, c'est une prescription médicale, donc conformément à la demande du médecin, on règle l'appareil qu'on vous a présenté tout à l'heure. Je vous remets un peu ce petit générateur. Donc cet appareil, bien sûr, nécessite une prescription. Donc il y a un paramétrage spécifique qui est précisé par le biais des médecins. Donc nous, on vient au domicile pour la mise en place de ce dispositif. On va vous former, vous accompagner, former l'entourage également. On sait qu'on vient bouleverser un peu les petites habitudes parce qu'on ne dort plus de la même façon quand on a un appareil. Ça, il faut vraiment le reconnaître. Par contre, il y a un réel bienfait derrière. Et ce sont des petits boîtiers qui sont relativement intelligents parce qu'on a aussi une sauvegarde des données. C'est-à-dire qu'on peut avoir un recueil de toutes vos données en détail et également savoir si vous faites encore ou pas de l'apnée. Et donc, ces informations-là sont transmises de façon très régulière auprès de vos médecins de manière à pouvoir assurer un suivi. Donc, c'est vraiment l'importance. Et comme on a pu vous le montrer, on a une multitude de masques. Alors, volontairement, on n'a pas ramené tous les masques parce que je pense qu'on n'aurait pas assez de place pour vous montrer tout ça. Mais autant dire qu'on a vraiment pas mal de solutions à pouvoir proposer pour que le traitement se passe au mieux. Et comme on peut le voir, ces appareils qui sont… Alors là, ce n'est pas la plus petite des versions, il y a encore des versions plus petites, de manière à ne pas être dérangé pendant les vacances, les déplacements et autres, vu que c'est un appareil qui va faire partie un peu de votre quotidien. Voilà un peu pour les grandes lignes. Surtout, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Je sais que vous pouvez poser vos questions par écrit, j'aurai plaisir à y répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ah, alors, oui, là, j'entends le nom d'un de nos confrères. Alors, en fait, il n'y a pas de niveau d'humidificateur idéal. C'est-à-dire que, par exemple, sur cet appareil ici, vous avez une chambre d'humidification. Donc, on va venir mettre de l'eau, si possible, de l'eau minérale naturelle. Et on va venir régler un degré de chauffe. Mais ce degré de chauffe, il n'y a que vous seul qui pouvez le régler. En fonction non seulement de la température de votre pièce, en fonction de la saison également. On sait qu'en hiver, on a tendance à augmenter l'humidificateur et en été, on a tendance à les diminuer. Donc vraiment, ce réglage, il n'y a que vous seul qui pouvez le peaufiner.
Mais d'après votre question, je crois comprendre que vous avez encore des dessèchements. Donc, n'hésitez pas à augmenter d'un pas votre humidificateur. Et ça, vous avez vraiment la main là-dessus. Parlons de l'humidification d'une façon générale. Meilleur taux d'humidification, c'est au bord de la mer. C'est 45% d'humidité à peu près. Il faut savoir, quand on dort, le poumon sécrète une substance, ça s'appelle le mucus, ça permet de lubrifier à l'intérieur du poumon. Ce mucus, le taux d'humidité est trop bas, il a tendance à coaguler. C'est pour ça que l'humidification est importante pour le corps humain. Effectivement, dès que l'humidité baisse en dessous de 25, c'est pas bien. Donc, avoir une meilleure taux d'humidification de l'organisme à des voies aériennes, c'est entre 35 et 55%. Voilà la réponse. Si vous avez un humidificateur avec votre appareil et si vous avez toujours la bouche sèche ou vous avez la gorge sèche, ça veut dire que le taux d'humidification est bas. Parfois, on peut mettre un humidificateur chauffant, il ne suffit pas. Il y a une autre solution, il y a des circuits chauffants qui peuvent remplacer l'humidificateur qui sont un peu plus efficaces. Il n'y a pas de questions. Oui. J'ai une petite question. Bonsoir. Je me présente, je suis Ludovic Ponthieu, je suis directeur d'un centre de formation. Déjà, merci médecin, docteur Puteaux, de pouvoir nous animer ce soir, celle de ce que vous avez pu dire. Et j'avais une première question, si vous le permettez. J'aimerais revenir sur l'urine. Alors moi, je bois beaucoup de thé. Et c'est vrai qu'il s'avère, du coup, je pense que je ne dois pas être le seul, alors soit qu'il y en a qui boivent du thé ou de l'eau, peu importe, mais du coup, ça me déclenche effectivement de ce côté-là des réveils, parce qu'effectivement, j'ai besoin d'uriner. Donc, je voulais revenir sur votre analyse par rapport à le fait qu'est-ce que c'est aussi un signe par rapport à l'apnée du sommeil ou pas? Ok. Quand on boit beaucoup, normalement, on a tendance à uriner avant d'aller se coucher. Parce que si vous buvez, vous êtes assis, le fait de se lever, de position, vous êtes en train de boire votre thé, votre boisson et tout, vous êtes assis. Le fait de se lever, vous allez avoir une augmentation de la sécrétion brutale de la dopamine, vous allez uriner. Vous ne pouvez pas aller dormir avant d'aller faire pipi. Si vous êtes assis, vous buvez votre thé et tout assis, la première chose que vous allez faire en se levant avant d'aller dans le lit, vous avez envie de faire pipi. Il y a une sécrétion rapide de la dopamine, vous allez fabriquer des urines. Mais une fois que vous êtes dans le lit, normalement, le cortisol baisse, la dopamine baisse, il n'y a pas de production, il n'y a pas de fabrication excessive des urines. Pour avoir l'envie d'uriner, c'est à peu près 300 millilitres. Et dans la nuit, on ne fait pas 300 millilitres. Si vous le réveillez la nuit, surtout si vous le faites tous les soirs et tous les jours, c'est qu'il y a un problème de sommeil. D'accord. C'est le cerveau qui vous réveille pour aller faire pipi. En fait, il y a le micro-réveil et les réveils. Voilà. Après, on a l'impression qu'on s'est levé pour aller faire pipi, mais pas forcément. Oui. Il faut avoir qu'une petite quantité de diurèse. Donc, les petites quantités. D'ailleurs, on a encore une idée, une fausse idée. Les gens, quand on les voit, ils disent oui, j'urine beaucoup parce que j'ai de la prostate, problème de prostate. Non, si vous avez problème de prostate, vous allez vous lever une fois. Mais les gens qui se lèvent 10 fois, ça, c'est de l'apnée du sommeil. Si c'est régulièrement, plusieurs fois dans la nuit, ça, il faut rechercher l'apnée du sommeil. D'autant plus, c'est un facteur aussi pour vous. Est-ce que ça vous arrive de vous endormir au volant quand vous faites la route? Non, ça va. D'accord. Donc, du tout. Voilà. Le matin, vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas la bouche sèche. Non, du tout. Parce que tant que je bois, il y a au moins 1,5 litre qui passe par jour. Voilà, on sait que l'eau est très bon. Donc voilà, moi, il y a 1,5 litre. Puis après, voilà, il y a une petite tisane le soir et je me lève minimum une fois sur. Et ça me perturbe dans mon sommeil. Bon, après, je retrouve le confort de dormir. Mais du coup, ça m'interroge de ce côté-là, quoi. Voilà. Moi, je pense. Les jours où vous allez souvent aux toilettes, vous allez régulièrement aussi?
Oui, parce que je bois beaucoup. Et honnêtement, mon urine, elle est très blanche. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et voilà, c'est simplement. Enfin, bon, après, j'aimerais pousser davantage le sujet pour moi personnellement. Je ne vais pas mobiliser la parole. Je vais intervenir en tant que néphrologue. Mais du coup, je vais être. J'interviens en tant que néphrologue. Pourquoi vous dites je bois beaucoup? Parce que vous avez soif ou c'est juste une habitude? Pardon, j'étais coupé. Non, c'est tout simplement parce que c'est une habitude. Je suis sportif, donc j'ai une habitude à boire, à boire, à boire. Et voilà, donc c'est simplement dans ce sens-là. Voilà. Pour moi, il ne faut pas exagérer dans les boissons, ça c'est sûr. Mais il faut savoir, effectivement, le thé, c'est un diurétique, donc ça permet de fabriquer des urines. Si vous buvez du thé tard la nuit et beaucoup, effectivement, vous allez fabriquer des urines et puis effectivement, ça vous empêchera de dormir. Mais le test qu'il faut faire, c'est un jour, il faut boire normalement et ne pas boire du thé la nuit, voir si vous vous levez quand même la nuit pour faire pipi. Dans ce cas-là, il faut aller faire le test, voir si vous faites de l'apnée du sommeil. Je ne sais pas s'il y a des routiers parmi les gens qui sont connectés. Il faut savoir qu'il y a une loi qui est sortie il y a à peu près 1 an et demi, que tout routier doit faire le test de l'apnée du sommeil. Il faut savoir que les accidents mortels sont liés surtout à l'apnée du sommeil, les gens qui s'endorment au volant. Les gens qui ont tendance à s'endormir au volant, moi je leur conseille de faire le test. Oui, je crois que c'est problème pour lui, c'est un problème d'habitude. Oui, je pense qu'il boit beaucoup, mais à son activité sportive. C'est possible. Donc, pour faire la part des choses, c'est que, comme effectivement, vous avez dit, il boit trop tard avant de dormir. Il voit ce que ça donne sur plusieurs nuits, pas une seule nuit. Et après, si ça persiste trop, il a toujours ce besoin de boire, même en dehors d'activités sportives, tout ça. Il faut qu'il fasse de côté un dépistage du diabète aussi pour éliminer la polyurie polydipsylique. Non, mais lui, c'est connu les gens qui ont l'habitude de boire comme ça. En tous les cas, dans la journée, il n'y a pas un volume à boire. Il faut boire quand on a soif. Moi, je donne toujours l'exemple. Le Touareg dans le désert, il marche 100 km à côté de ses chameaux. S'il a accès à un verre de thé, c'est déjà pas mal. Le rein, ce n'est pas comme une bassine qu'on rince. Il faut boire quand on a soif. En moyenne, c'est 1 litre. Mais si à côté de ça, vous prenez du café, du thé, d'accord? On prendra une question suivante. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, docteur, il y a une question de M. Lecoq. Que veut dire IAH, IH total ou IA central? Pouvez-vous donner les normes? C'est le rapport. L'IAH, c'est l'index d'apnée et hypopnée. C'est le nombre d'événements respiratoires. Oui, il a vu sur le rapport d'une machine, peut-être, ou bien sur un enregistrement de solution. Bon, en tout cas, l'IAH, ça correspond à l'index d'apnée et hypopnée. C'est le nombre de pauses respiratoires complètes ou incomplètes. L'hypopnée, c'est une réduction de la respiration avec une baisse d'oxygénation derrière. Et l'apnée, c'est une pause complète. Donc, l'index, c'est le nombre de ces deux événements-là par heure. Donc, quand ça dépasse les 5 par heure, ça devient pathologique. Soit on parle de syndrome d'apnée de sommeil léger entre 5 et 15, quand l'index est entre 5 et 15. Entre 15 et 30, on parle de modéré, et à partir au-delà de 30, ça devient sévère. Après, centrale, c'est les apnées qui ont des caractéristiques d'une pause respiratoire par défaut de commande centrale. Ce n'est pas obstructif, ça veut dire que la personne elle a un signal anormal d'arrêter de respirer pour des causes diverses, soit liées à la machine elle-même, soit un problème organique, soit un problème cardiaque, comme il a expliqué tout à l'heure, qui fait que le cerveau donne une commande d'arrêter de respirer. Et donc, elle peut être répétitive. Et donc, quand elle est répétitive comme ça devient pathologique. C'est quoi encore? IAH central et IAH Total, c'est la somme de toutes les apnées. Oui, sur toute la nuit. C'est le nombre d'apnées totales sur toute la nuit. C'est pas l'index. On a une autre question. Avoir la bouche sèche la journée et au réveil le matin, est-il un symptôme de l'apnée du sommeil, sachant que je ronfle en dormant? Ah oui.
C'est fort probable, hein, parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand on fait de l'apnée, dans un premier temps, le cerveau, il ne comprend pas, donc il ouvre la bouche. Les gens, ils ont tendance à respirer la bouche ouverte. Même au moment où ils ne font pas de ronflement, ils ne font pas d'apnée, ils gardent la bouche ouverte. Parce que le cerveau, il ne comprend pas. Il manque d'oxygène, donc il pense que c'est le nez qui est bouché. Donc il ouvre la bouche en respirant par la bouche, avec effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'humidité, la bouche est sèche. Si le matin au réveil, vous avez la bouche sèche et vous ronflez, il y a forte chance que vous faites de l'apnée. Une autre question. Suite à une demande de la médecine du travail, j'ai été testée sur une nuit, mais souffrant d'insomnie depuis des années, le test n'a pu être réalisé que sur 5 heures. Résultat, quelques apnées. Pensez-vous que la durée d'enregistrement a-t-elle été suffisante? 5 heures. Quelques apnées. Quelques années, ça veut dire le nombre. On fait la plupart. De toute façon, je parle, mais il y a des gens qui dorment pas, les petits dormeurs. Donc, est-ce que 5 heures, ça suffit pour analyser et savoir qu'on a une apnée du sommeil? Ah ouais, la durée, il y a l'efficacité du sommeil. Donc, s'il a fait sur une polygraphie, on ne peut pas vraiment juger à 100% que la durée est suffisante. Sur un polysomno, on peut mieux savoir si vraiment l'efficacité du sommeil. Donc, lui, s'il est sûr qu'il a dormi sur les 5 heures, donc ça se rapproche d'une durée suffisante. L'idéal, c'est qu'il le refait sur un polysomno. Si on a des doutes, il peut le refaire sur un examen. Parce que je ne sais pas ce qu'il a fait comme examen. C'est une polygraphie, qu'est-ce qu'il a dit? Polygraphie, une polysomnographie? Ouais. Donc, dans ce cas-là, si c'est une polygraphie, il faut quand même faire une polysomnographie. Alors, il y a encore une question de M. Lecoq qui, avec le masque facial, j'avais un IH de 5, voire plus en mettant le masque nasal. Je ne dépasse pas 2, pourquoi? La différence entre le nasal et le nasobuccal, est-ce que j'y répondre? Alors, ce qui se produit bien souvent, c'est que lorsqu'on met un masque nasal, souvent, et on l'a bien dit, M. Agenel et M. Ouyaoui l'ont précisé, on démarre bien souvent avec le masque nasal, que je vais vous sortir ici. Donc, un masque qui va prendre uniquement le nez, parce qu'on a tous tendance à respirer naturellement par le nez. Alors, bien souvent, de temps en temps, on a quelques remarques et le souhait de passer sur un masque qui prend le nez et la bouche. Alors, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, si je viens mettre ici un masque nasobuccal, je vais générer un appui beaucoup plus prononcé et j'ai ma mandibule arrière qui va être un peu plus en recul. Donc, si ma mandibule recule, ma pression d'appareil va souffler plus forte et je risque d'avoir de plus en plus d'apnée. Sur ces masques-là, on est très vigilant parce que souvent, on a tendance à vouloir trop serrer. Et donc, on a vraiment la mâchoire qui part en arrière. Et si on fait partir la mâchoire en arrière, on accentue le phénomène d'obstruction. Donc, il y a des études qui nous disent que lorsque l'on met un masque nasal versus nasobuccal, on a quand même une différence de 2 cm d'eau de pression de traitement. Donc, on sait que c'est une incidence et forcément, ça aura une incidence sur votre index d'apnée-hypopnée. D'ailleurs, on peut traiter les gens qui ont l'apnée obstructive, pas centrale, l'apnée obstructive qui ne sont pas très très forts, qui n'ont pas un taux élevé d'apnée du sommeil, l'IH n'est pas très très élevé, on met ce qu'on appelle une orthèse d'avancée mandibulaire. C'est-à-dire qu'on met comme un dentier au-dessus des dents pour avancer la mâchoire. On traite comme ça les ronflements et l'apnée du sommeil. Si on met un masque qui prend le nez et la bouche, ce masque il a tendance à appuyer sur la mandibule inférieure, ce qui fait que la mâchoire recule et on augmente les résistances au fond de la gorge. Et voilà, en partie, cette différence d'IH peut être liée à ce mécanisme-là. Il faut savoir qu'on peut traiter l'apnée du sommeil avec ce qu'on appelle une orthèse d'avancée mandibulaire. Une autre question. Nous parlons de l'hygiène de vie. Devons-nous rajouter l'alimentation, équilibrée par exemple, et les écrans, la télé sont-ils des facteurs du sommeil? Bien évidemment, oui. En fait, l'alimentation et les écrans, c'est parmi les principaux problèmes du trouble du sommeil, surtout chez les adolescents et les enfants. Pareil pour les adultes maintenant. Donc tout ce qui est téléphone, télé, iPad, donc il faut vraiment les minimiser quand on a un problème d'insomnie, surtout. Okay. Alors, par rapport au régime, si vous mangez le soir beaucoup de viande, le corps va sécréter ce qu'on appelle la pectine. Cette pectine-là inhibe, je vais vous parler tout à l'heure de la mélatonine. Cette pectine inhibe la sécrétion de la mélatonine. D'ailleurs, si vous voulez bien dormir, il faut prendre le sucre, ça fait dormir, contrairement aux protéines. La pectine qui
c'est une substance de dégradation des protéines, empêche de dormir. C'est pour ça que, effectivement, manger beaucoup de viande le soir, ça empêche de dormir. Revenons, tout à l'heure, on a parlé, Dr Adina vous a parlé du cycle nictiméral. Il faut savoir ce qui nous fait rentrer dans le sommeil, c'est la mélatonine qui est sécrétée par l'organisme d'une façon physiologique. Et d'ailleurs, dans certains cas, certaines insomnies, même si ça s'accompagne de l'apnée du sommeil, du ronflement, on les traite par de la mélatonine. Ouais. Voilà. Une autre question. Excusez-moi, je vais juste faire aussi une parenthèse. C'est vrai que le sommeil, en général, on a tendance des moments un peu à le négliger, et on l'a vu tout à l'heure sur les présentations qui ont été faites, on dort à peu près 1h30 en moins sur ces dernières années. Et on a même des jeunes aujourd'hui qui disent que le sommeil est une étape limite inutile et qu'on pourrait se passer. Et c'est vrai qu'il est important de bien préparer son sommeil. Donc, il y a toutes des conditions à avoir, y compris dans sa chambre. Donc, avoir une chambre, si possible, avec peu de lumière. Donc, on limite tout ce qui est écran bleu. Donc, on dit lumière bleue, tout ce qui est relatif au smartphone et autres. Température de la chambre, également une température relativement faible, de l'ordre de 18 voire 17 degrés, selon les besoins. On évite tous les excitants type café. Et c'est vraiment une étape qui se prépare, le sommeil. Donc, dans la chambre, des moments quand on discute avec des patients, dans la chambre, il y a la télévision qui est installée dans la chambre et autres. La chambre est réellement le lieu pour dormir. Alors, on fait d'autres choses, mais essentiellement dormir. Et c'est vraiment important de mettre toutes les bonnes conditions, souvent par l'insomnie ou autre, dans sa chambre de sommeil. Donc, il y a quelques conseils qui ont été prodigués tout à l'heure. Et on sait qu'en cette période de Covid, avec le confinement, c'est une étape qui est beaucoup plus compliquée pour beaucoup de patients aujourd'hui. Parlons des écrans. L'écran, c'est la lumière bleue. Il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, pour dormir, le corps sécrète la mélatonine. En fait, quand il fait nuit, quand il fait sombre, le corps sécrète la mélatonine. C'est pour ça que quand vous rentrez à la maison le soir, essayez de mettre les lumières le moins intenses possible. Ça, c'est une chose. Il faut savoir que les écrans bleus inhibent la sécrétion de la mélatonine. Et c'est pour ça qu'on conseille les gens deux choses. Éviter les écrans bleus, les écrans avec la lumière bleue, au moins 1 à 2 heures avant d'aller dormir. Ne jamais regarder la télé dans le lit parce qu'au fait, vous êtes perturbé, vous êtes en face de la télé, il y a deux choses qui vous perturbent. Il y a la lumière bleue, et puis le fait de somnoler et résister pour aller finir le film et tout, ça perturbe le sommeil. La lumière bleue inhibe la sécrétion de la mélatonine. Ça, c'est par rapport à la lumière bleue. Lire jamais dans le lit. Parce que, au fait, à un moment donné, pour ceux qui lisent dans leur livre, à un moment donné, ils se trompent de ligne, ils n'arrivent pas à se concentrer. Mais en insistant, parce que le sommeil, c'est un cycle. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, on se réveille, on refait. Si vous commencez à rentrer dans le sommeil et vous êtes perturbé parce que vous insistez pour aller continuer à lire, vous allez perturber ce sommeil. Et quand vous perturbez le premier cycle, pour dormir, il faut attendre le deuxième cycle. C'est 1h30. Donc, pendant 1h30, vous êtes perturbé, vous ne pouvez pas dormir. Voilà. Donc, le lit est fait pour deux choses, dormir et la vie sociale. Dormir, donc au moment d'aller, quand on a envie de dormir, on va dans le lit et quand on se réveille, on sort du lit. Voilà les conseils que je peux vous donner par rapport au sommeil et le lit. On a une autre question. Je suis atteinte du savon vétérinaire dans l'os. Je faisais 39,2 apnées par heure. Il semblerait qu'il y ait un lien entre les deux. Oui. Pouvez-vous me confirmer? Oui. Donc, dans la maladie des nerfs dans l'os, il y a une atteinte multipathologique, touche pas mal d'organes, les reins, le foie, le poumon et tout, y compris le cerveau. En général, ces gens-là, s'ils ne sont pas obèses, ils font de l'apnée centrale. Et en général, on les appareille soit avec la machine ou bien avec de l'oxygène. C'est des gens à qui on conseille d'avoir une petite quantité d'oxygène avant de dormir. Je pense qu'on a une question. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais une petite question parce que donc j'ai 20 ans et ça va faire bientôt 2 ans que ça fait 2 ans que j'ai pas eu de sommeil sans rêve, sans cauchemar, sans rien.
Et j'ai essayé plusieurs trucs comme j'ai été conseillée par mon médecin mais en prenant de la mélatonine. Et enfin, il y a plein de facteurs. Et dans mes rêves, à chaque fois, c'est une situation où ça me met mal. Et du coup, le matin, au réveil, je me sens mal, fatiguée. Et souvent, mes rêves, c'est à partir de... Je vais avoir 3-4 heures de sommeil profond. Et tout sur le matin, et je m'endors vite. Ça va, j'ai pas de problème là-dessus, mais c'est sur le matin, je vais faire plein de rêves à la suite qui me mettent dans un état mal, pas forcément des cauchemars, mais dans des situations qui me rendent mal. Et du coup, je vais mal dormir, je vais me réveiller pour sortir de ce cauchemar, de ce rêve ou tout ça. Et du coup, j'arrive pas à expliquer comment ça se fait. Et du coup, ça me fatigue dès le réveil, en fait. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Bon, a priori, tous les éléments pour des apnées de sommeil que vous êtes en train de faire, parce que le fait d'avoir beaucoup de rêves comme ça et s'en rendre compte, c'est que vous êtes en train de faire des micro-réveils en plein rêve. Et donc, cette fatigue-là aussi que vous ressentez le matin, donc ça peut être un signe d'un sommeil qui n'a pas été réparateur. Donc, je crois vous avez besoin de faire un enregistrement de votre sommeil et évaluer un peu différents troubles que vous pouvez faire pendant une nuit. Donc, l'idéal, c'est de faire une polysomnographie. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, les effets des antidépresseurs sur l'apnée du sommeil. Grave. Ça dépend lesquels. Ouais, ça aggrave. Les antidépresseurs sédatifs aggravent l'apnée du sommeil ou peuvent déclencher de l'apnée du sommeil parce que on a un sommeil profond, relâchement musculaire et tout, et on peut ronfler et avoir de l'apnée. Effectivement, les antidépresseurs peuvent déclencher de l'apnée du sommeil, ou si on a de l'apnée du sommeil légère, on peut les aggraver. Surtout ceux qui ont une fonction en plus sédative, les antidépresseurs sédatifs. Bon, il faut adapter adapter la classe des antidépresseurs. Ouais. Si on a un apnée de sommeil, ouais. Surtout qu'elle n'est pas contrôlée ou traitée, ouais. Ça va que l'aggraver. Ouais. Il n'y a pas de questions? C'était une question peut-être. Ouais. Bonsoir. Mon mari a une montre connectée qui montre qu'il a peu de sommeil profond lors de ses nuits. Pensez-vous que ce type de montre soit efficace pour montrer cela? Non, faire le test. Ouais. C'est un grand débat. Je vous raconte juste une histoire. J'avais un patient qui m'a été adressé par un cardiologue parce qu'il avait tous les signes de l'apnée. Il vient voir, il me dit, montre sa montre avec tous les résultats et effectivement, il ne fait pas d'apnée d'après sa machine, sa montre. Je lui dis, écoutez, on fait le test, voilà. OK, on fait le test. Je sais que vous ne faites pas de l'apnée, mais voilà, allez-y, on fait le test. Et je peux vous dire qu'il y avait plus de 60 apnées par heure. Et depuis qu'il est appareillé, il est très content. Non, ce n'est pas très efficace, ça, les montres pour détecter les apnées. Il faut savoir que l'équipe de Saint-Claude dispose de ce qu'on appelle des polysomnographes. Un polysomnographe, c'est des appareils avec à peu près 12 voies neuronales, des capteurs d'effort, un saturomètre en oxygène, des capteurs au niveau des jambiers. Et là, quand on parle de montre connectée, bon, j'en ai une ici, c'est juste une petite montre au poignet. Et bon, c'est vrai que c'est très prometteur sur le papier, mais quand on compare en pratique, on ne peut pas, enfin, c'est pas comparable parce qu'on a une plus nette précision avec la polysonographie. On peut avoir des données de sommeil sur un point radial, on ne peut pas avoir si on respire mal sur un simple coup. Donc, c'est une estimation par rapport à un rythme cardiaque, peut-être la saturation et des mouvements surtout. Elle ne peut pas conclure vraiment à une vraie apnée ou une hypopnée ou vraiment un sommeil de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Si on peut faire semblant de dormir toute la nuit, ne pas bouger, elle va vous dire que vous ne faites pas d'apnée alors que voilà, ça ne correspond pas à un vrai sommeil. On a encore une question.
Donc, les heures des réveils nocturnes vous apportent quelle indication dans le diagnostic? Et d'autre part, donc, on répond à la question directement. Le diaporama sera remis sur le Facebook et sur le site de la clinique. Parce que la personne est arrivée en retard, on va lire le diaporama. Mais juste, est-ce que les heures de réveil ont une signification dans le diagnostic? Les heures de réveil, ça dépend en détail lesquelles. Il veut dire les heures de réveil, ça veut dire le réveil du matin. Ou non, dans la nuit. Dans la nuit. Pendant la nuit. Ça dépend à quelle fréquence, à quel rythme. On a dit tout à l'heure, le sommeil, c'est des cycles. On fait un cycle, on se réveille, on refait un cycle, on se réveille, ainsi de suite. Si vous vous réveillez entre deux cycles, c'est physiologique, c'est normal. Par contre, si vous vous réveillez pendant un cycle, ça, c'est pathologique. On peut pas vraiment, il n'y a pas d'heure fixe à l'avance sur lequel on peut dire que cette heure-là correspond à telle ou telle pathologie parce que ça dépend de l'heure du coucher, le cycle, quand est-ce qu'il est vraiment s'est endormi. Et donc, la probabilité d'avoir des réveils liés à des apnées de sommeil sont plus dans les sommeils profonds puisque c'est des cycles qui se succèdent. Donc, difficile de donner des heures fixes qui correspondent à telle ou telle pathologie. Par contre, il faut voir les signes en faveur de l'apnée du sommeil. Si vous êtes fatigué, si vous vous levez la nuit pour faire pipi, si vous avez la bouche sèche le lendemain au réveil. Voilà, il y a d'autres signes. Si vous vous réveillez souvent la nuit pour faire pipi ou si vous êtes fatigué le lendemain, si vous avez un sommeil qui n'est pas réparateur, oui, là, ça peut être l'apnée du sommeil. Dans l'absolu, on ne doit pas avoir des réveils pendant la nuit. Donc, on dort, donc pour une durée de sommeil. S'il n'y a pas quelqu'un qui nous a réveillés, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de facteurs environnementaux particuliers, on doit avoir un sommeil continu sur les différents cycles et un lever le matin plutôt en forme. De rien. Bon, on va attendre une minute ou deux. Bien sûr, c'est pas tes mains plus là. Il n'y a pas de question. Ah oui, il y a Robert qui veut prendre la parole. Allez-y. On vous entend, monsieur. On vous entend? Oui. Alors, écoutez, moi, j'ai deux petites questions. J'ai un problème j'ai 80 ans. J'ai un problème pour dormir parce que, effectivement, je viens de perdre mon épouse. Mais je suis assez surpris de deux réponses que vous avez faites. La première, c'est pas de féculents le soir. J'étais un peu surpris. Pas de protéines, pas de viande. J'ai vu, c'est marqué pas de féculents. Oui, pas trop, mais surtout la viande, oui. Pas trop de féculents, effectivement, oui. Et puis, par rapport à une question qui va dans le même sens, c'est modérer les excitants, d'accord, mais vous ne dites pas après 14 heures. Ça me semble quand même une très longue période avant d'aller coucher quand même. Excusez-moi, Robert. En fait, on précise de privilégier les féculents. Très peu de viande, privilégier les féculents. Ouais. Sur les conseils, c'est le conseil numéro 8 qui est affiché, je pense, sur la slide. On précise de privilégier les féculents. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Et trop de féculents le soir, c'est le risque d'hypoglycémie la nuit quand vous dormez. C'est pour ça qu'il faut. Voilà. Surtout si vous avez associé. Voilà. Si vous avez des sucres rapides, vous risquez, les variations de sucre dans le sang, ça perturbe le sommeil. D'accord. La viande, comme j'ai dit, c'est la pectine. C'est une substance qui est sécrétée, c'est le produit de dégradation des protéines. Ça empêche le sommeil, ça empêche la sécrétion de la mélatonine, contrairement au sucre. Ah, d'accord. Ok. D'ailleurs, l'histoire de jus d'orange la nuit, il ne faut pas boire parce qu'il y a la vitamine C et le sucre. Au contraire, le sucre, il favorise le sommeil. Ah, d'accord. Ok. Merci. Avec plaisir. On a encore une question. Bonsoir, je suis appareillée. Il m'arrive souvent d'enlever le masque sans m'en rendre compte. Je m'en aperçois soit au cours d'un réveil nocturne, soit le matin. Est-ce normal? Alors,
Je me permets de répondre. Alors, est-ce normal? J'ai envie de vous dire non, pas vraiment. Ce qui serait intéressant, c'est est-ce que vous en avez fait part auprès de votre prestataire de santé à domicile? Ça, c'est la question surtout qu'il va falloir aborder. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre appareil enregistre toutes vos données. Donc, ce qui serait intéressant peut-être pour nous, c'est de voir déjà dans un premier temps qu'est-ce qui se passe au niveau de votre appareil. Est-ce que vous le voulez parce que vous avez de la pression, trop de pression trop importante et du coup, ça vous génère un éveil? Est-ce qu'à l'inverse, vous n'avez pas assez de pression et du coup, vous avez une apnée et ça vous réveille? Mais dans tous les cas, là, vous donnez une réponse de bout en blanc, ça va être pour moi un peu mission impossible. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que je vous conseille dès demain ou même dès ce soir d'appeler votre prestataire pour lui faire figurer votre problématique. Parce que là, clairement, oui, le but, c'est que alors qu'on explique, hein, quand on met un appareil de traitement, c'est sûr qu'on cherche à faire diminuer les apnées. Mais surtout, ce que l'on cherche avant tout, c'est que vous retrouvez un sommeil de qualité. Donc là, si vous vous réveillez, notamment lié au traitement, ça pose un problème. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse analyser, soit par un manque de pression, soit par trop de pression, ou peut-être d'autres facteurs, ou un traitement qui n'est plus trop adapté. Donc ça, il n'y a que via le relevé qui sera fait, qui va être orienté vers votre médecin, et vos médecins qui risquent peut-être même de vous convoquer pour de nouveau faire un examen sous PPC, sous machine. Ouais. Ce sont des choses que vous faites assez régulièrement, les contrôles sous machine aussi, dans des cas de figure. Voilà ce que je peux vous donner comme élément, même si ma réponse n'est pas bien de la part aussi l'adaptation. Absolument, oui. Des fois, même le masque. Une grande question, donc première partie de la question, avez-vous des conseils pour s'endormir rapidement? Mon grand-père met beaucoup de temps à s'endormir. Au bout de 1h30 à 2h, il se réveille en systématique. Pour réussir à se rendormir, il a pris l'habitude de faire un petit déjeuner pour enfin pouvoir se rendormir plus profondément pendant environ 4 à 5 heures. Alors, pour la personne âgée, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de difficultés du sommeil et les causes diffèrent un tout petit peu chez les autres tranches d'âge. Donc, il faut voir s'il y a traitement médicamenteux particulier qui pourra perturber son sommeil. Il faut voir si l'hygiène du sommeil aussi, si jamais au niveau du son lit, donc il n'y a pas assez de confort. S'il n'y a pas quelque chose une source de lumière, quelque chose qui l'accompagne, ou des habitudes qui peuvent perturber le sommeil. Il faut voir par rapport à l'hygiène du sommeil, donc on a parlé de l'alimentation aussi, il faut voir un peu s'il n'a pas des mauvaises habitudes alimentaires le soir qui peuvent interférer par rapport à son sommeil. Et après, il faut voir du côté des causes médicales. Il y en a certaines causes médicales qui restent non diagnostiquées, qui peuvent interférer sur le sommeil, soit des causes psychologiques, solitude ou des troubles de l'humeur difficiles à diagnostiquer, ou bien des troubles proprement du sommeil, comme les syndromes du sommeil ou d'autres pathologies plus rares. Donc, il faut un questionnaire très précis pour voir tous les détails par rapport à le terrain de cet état de santé, les habitudes de vie, les habitudes par rapport à son sommeil, et puis essayer d'éliminer les causes une à une pour améliorer sa qualité de sommeil. D'accord. Et aussi, il faut voir s'il prend des médicaments, certains médicaments, comme surtout à son âge, s'il a de la tension et s'il a un problème cardiaque, ce qu'on appelle les bêta-bloqueurs. C'est des médicaments qui ralentissent le cœur et qui font baisser la tension. En général, on ne les donne pas le soir parce qu'effectivement, ils perturbent le sommeil. Ça, c'est une chose. Le fait de se réveiller, manger, se rendormir, il faut savoir quand on mange, l'estomac elle a besoin de beaucoup d'oxygène pour digérer. Du coup, ça peut effectivement faciliter le sommeil secondairement. Mais effectivement, moi, comme l'a dit docteur Rajina, je pense qu'il faut revoir s'il prend un traitement médicamenteux, voir un petit peu si c'est suivi par un cardiologue, voir s'il y a un traitement pour la tension, des bêta-bloqueurs, s'il ne faut pas les prendre le matin au lieu de les prendre le soir. Une autre question, je suis sous Tranxène et Séroprane 20. Est-ce que je suis un risque élevé? Je suis obèse, diabétique de type 2, je ronfle, j'ai des enchanté. buccales. Dois-je demander à mon médecin de prendre rendez-vous avec un 2 ou 2? Non, oui,
vous n'avez pas besoin de voir votre médecin pour prendre rendez-vous. Ici à la clinique, il y a le docteur Regina et moi-même. Vous venez, on vous prend avec plaisir. Vous avez des facteurs de risque, plus vous avez des médicaments qui aggravent le sommeil, hein, les tranquillisants et les antidépresseurs, comme on l'avait dit tout à l'heure. Voilà. Mais je pense que vous avez besoin de faire un test et d'être appareillé. On a plus de questions. Merci, je viendrai vous voir. Vous parlez du sucre. Excusez-moi. Vous parlez du sucre qui favorise le sommeil. Je m'endors et je suis réveillée avec un besoin irrépressible de sucré. Est-ce normal? Comme il vient de dire, c'est que probablement il a mangé quelque chose qui fait une hyperglycémie, donc il y a une montée de l'insuline. Donc on a effectivement tendance à faire des besoin de manger encore du sucré, donc ça peut être lié à une mauvaise habitude alimentaire avant de coucher. Que je rétablisse une vérité, il ne faut pas trop manger de sucre. Hein. D'accord. J'ai dit le sucre favorise, mais il ne faut pas manger des tonnes de sucre pour dormir. D'accord. Comme j'ai dit, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger de viande, réduire la viande et si c'est possible, ne pas manger. Mais il ne faut pas prendre du sucre pour aller dormir. Hein. Ce n'est pas un hypnotique ni un tranquillisant. Hein. Boire du lait chaud, par exemple. Exactement. Et le sucre, une petite quantité de sucre, hein, si vous prenez un thé avec un peu de sucre et tout, pas trop de sucre, ça effectivement, voilà. Mais il ne faut pas prendre le sucre comme un somnifère. Hein. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on précisait tout à l'heure de privilégier les féculents, c'est aussi l'idée d'éviter les grignotages. Hein. Plus de questions. On arrive. C'est la dernière. Ça sera la dernière. Oui, je n'ai pas fini parce que j'ai encore des malades à voir. Oui, on vous remercie pour vos réponses. Oui, c'est la dame avec son grand-père tout à l'heure. Il n'a pas de traitement particulier. En revanche, il a beaucoup de crampes dans les jambes la nuit. Il est un peu plus perturbé en ce moment suite au décès de sa femme. Vous avez parlé de faire des tests et éliminer des pistes auprès de qui peut-il prendre rendez-vous? Donc auprès de vous. Oui, moi je pense qu'il faut faire ça dans son Oui, repos, on peut, parmi les examens qu'il doit faire, c'est l'enregistrement du sommeil, comme ça on a une idée sur les profils respiratoires pendant la nuit. Donc il y a une part psychologique qui est évidente chez lui qui peut à elle seule expliquer des troubles du sommeil, mais des fois ça peut cacher des problèmes somatiques. Donc probablement qu'il fait le syndrome de Jean de son repos aussi par rapport à cette pathologie-là. Donc l'enregistrement du sommeil peut nous aider pour voir s'il y a des mouvements anormaux des jambes. Et puis donc d'autres examens complémentaires, des prises de sang qu'il a besoin de faire. Elle dit merci beaucoup. Et donc, le patient précédent va venir vous voir bientôt, apparemment, vous deux. Voilà. Moi, j'insiste. C'est une question? Non. Moi, j'insiste sur effectivement les gens qui ont des antécédents cardiovasculaires un peu sévères, les gens qui ont une insuffisance rénale sévère, dialysée ou pas. Et puis, des gens qui ont fait des attaques, une attaque cérébrale, qu'elle soit hémorragique ou ischémique, il faut savoir, ces gens-là font de l'apnée et souvent les médecins, la fatigue de la journée la mettent sur le compte de l'AVC, de l'accident vasculaire cérébral. Donc, ces gens-là, on remarque qu'ils font beaucoup d'apnée. Et une fois appareillés, ils sont en forme, ils dorment bien et tout. Voilà. Autre chose, les métiers à risque, les gens qui travaillent dans une usine à la chaîne ou avec des risques d'accidents assez importants. Les routiers, bien sûr, ils ne pensent pas à se faire tester, mais moi, je vous conseille de vous faire tester. Tu as un dernier mot? Mot de la fin. Vas-y. N'hésitez pas à voir votre médecin traitant si vous avez le moindre symptôme qu'on a évoqué un peu, lié au sommeil ou bien à la journée, qui pourra faire penser à ça, parce que ça reste une pathologie qui est très
très sous-diagnostiqué encore. Donc, le médecin traitant pourra vous adresser à un spécialiste, surtout ici à la clinique. Donc, on a la possibilité de vous prendre en charge rapidement pour le diagnostic, et s'il y a besoin. Donc, il y aura le traitement qui suivra. Merci, au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.